Michael Carter tremblant se tenait devant le tribunal new-yorkais austère tandis que le juge Harmon ricana « Votre mère est coupable, mon garçon. Rien de ce qu'un enfant des quartiers pourrait dire ne changera cela. » Le juge ne savait pas que le cahier serré dans les mains de l'enfant de 12 ans contenait des preuves qui non seulement libéreraient sa mère, mais exposeraient tout le système judiciaire corrompu. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez en la justice pour tous, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour voir plus d'histoires de marginaux qui ont vaincu les obstacles contre un système conçu pour les maintenir à terre. Voyons maintenant comment ce garçon courageux s'est attaqué à l'un des juges les plus redoutés de New York. Michael, un garçon noir de 12 ans, brillant mais réservé, originaire du quartier de Harlem à New York, vivait avec sa mère célibataire, travailleuse, Laetitia Carter, dans un petit appartement qui contenait à peine leurs modestes biens, mais débordait d'amour et d'ambition. Laetitia travaillait comme assistante administrative chez Morrison & Blackwell, un prestigieux cabinet d'avocats de Manhattan, où les associés apprenaient rarement le nom du personnel de soutien, mais attendaient une loyauté et une perfection absolue. Pendant 3 ans, Laetitia avait été exemplaire, arrivant tôt partant tard et soutenant les avocats du cabinet sans se plaindre tout en jonglant avec ses responsabilités de mère célibataire. Son superviseur Gregory Wilson, un avocat blanc riche avec des relations politiques et un diplôme de Harvard bien en évidence dans son bureau d'angle, avait toujours considéré Laetitia avec un mépris à peine déguisé, lui faisant souvent répéter des tâches simples et remettant en question sa compétence devant ses collègues. Les problèmes ont commencé lorsque plusieurs dossiers de clients précieux contenant des informations sensibles sur une fusion d'entreprises majeures ont disparu des dossiers qui pourraient valoir des millions pour les concurrents. Lorsque le vol a été découvert lors d'un audit de routine, Gregory a immédiatement pointé du doigt Laetitia, sachant que les associés du cabinet le croiraient sans hésitation plutôt qu'une femme noire de Harlem. « Elle traîne toujours autour de la salle des archives », a-t-il dit à l'associé directeur avec un regret fin. « J'ai remarqué qu'elle restait après les heures de bureau alors qu'elle n'avait aucune raison d'être ici. » Ces accusations étaient sans fondement, mais elles ont suffi pour que les associés contactent la police plutôt que de mener une enquête interne. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour l'école, la porte de leur appartement a volé en éclats lorsque des policiers du NYPD ont fait irruption les armes à la main, criant des ordres contradictoires qui ont terrifié la mère et le fils. La police a saccagé leur petit appartement sans présenter de mandat approprié, fouillant dans leurs biens avec un mépris insensible, brisant des photos de famille et traitant leurs quelques possessions comme sans valeur. Michael a regardé impuissant 2 policiers menotter brutalement sa mère, ignorant son insistance calme sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. « S'il te plaît, mon fils !» a crié Laetitia alors qu'il la traînait vers la porte. « Appelle tante Denise pour qu'elle vienne te chercher. » Michael n'a pas pu manquer la manipulation brutale de sa mère par les policiers majoritairement blancs, ni les remarques racistes qu'ils ont faites pensant que leur voix était suffisamment basse pour ne pas être entendue. « Ces gens sont tous les mêmes », a murmuré un policier à son partenaire, vivant de l'aide sociale et en voulant toujours plus. Michael savait que sa mère n'avait jamais touché d'aide sociale, travaillant à plusieurs emplois, depuis qu'il était bébé, pour subvenir à leurs besoins, mais l'esprit des policiers était déjà fait. Au commissariat, Laetitia a été traitée comme une criminelle endurcie, plutôt que comme une suspecte à première vue. Elle a été affectée à Jane Feldman, une avocate commise d'office surmenée, avec des yeux injectés de sang, et un dossier si épais qu'il se fermait à peine. L'avocate Feldman a passé moins de 5 minutes avec Laetitia, jetant un coup d'œil au rapport de police, tout en vérifiant sa montre à plusieurs reprises. « Écoutez, les preuves ne sont pas bonnes », a-t-elle dit, sans établir de contact visuel. « Ils ont trouvé des documents confidentiels cachés dans votre tiroir de bureau au travail. Le mieux que je puisse faire, c'est vous obtenir un accord. Si vous plaidez coupable, peut-être 3 à 5 ans, au lieu de 7 à 10. » Lorsque Laetitia a essayé d'expliquer qu'elle n'avait jamais vu ces documents, que quelqu'un avait dû les planter, l'avocate a soupiré avec impatience. « C'est ce que tout le monde dit. Le juge ne vous croira pas, croyez-moi. » 2 jours plus tard, Michael a rendu visite à sa mère en prison, la table froide en métal entre eux, rendant leur séparation encore plus permanente. Les yeux de Laetitia étaient bouffis par manque de sommeil, son apparence normalement impeccable, ébouriffée par des jours dans une cellule. « Bébé, je n'ai pas fait ça », a-t-elle murmuré tendant la main pour serrer la sienne.
Mais personne ne me croira contre Monsieur Wilson. Il est riche, blanc et bien connecté. Je suis juste... » Sa voix s'est éteinte. Michael a terminé sa pensée. « Tu es innocente, maman, et je trouverai un moyen de le prouver. » Laetitia a secoué la tête fermement. « Non, Michael, concentre-toi sur l'école. Reste avec Madame Jackson à côté jusqu'à ce que je règle ça. Promets-moi que tu ne t'impliqueras pas. » Mais même en hochant la tête, Michael savait qu'il ne pouvait pas tenir cette promesse. Sa mère avait été affectée à la salle d'audience du juge Richard Harmon, connu dans tout New York comme le marteau pour ses peines sévères contre les minorités. L'avocat commis d'office avait dit à Laetitia de ne pas s'attendre à les quitter. « Harmon voit des accusés noirs, il voit coupables », avait-elle dit brutalement. « C'est comme ça. » Laissé seul dans leur appartement qui portait encore les cicatrices du raid de la police, Michael a emballé un petit sac pour rester avec Madame Jackson, une voisine âgée qui le connaissait depuis qu'il était bébé. La date d'audience était fixée dans seulement 2 semaines, à peine assez de temps pour une défense appropriée, même si Laetitia avait un avocat qui croyait en son innocence. En fermant la porte de l'appartement derrière lui, Michael a fait le vœu silencieux qu'il trouverait d'une manière ou d'une autre un moyen de sauver sa mère. La bibliothèque publique de New York est devenue la 2e maison de Michael. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de sa mère, ses grands halls de marbre et ses imposantes étagères offrant à la fois sanctuaire et possibilité. Alors qu'il naviguait dans sa nouvelle réalité d'être essentiellement seul dans la ville la plus peuplée du monde, la succursale principale de la 5e avenue l'a intimidé au début avec ses statues de lion et ses riches clients. Mais Michael a rapidement découvert la section de droit niché au 3e étage, où des volumes reliés en cuir de précédents juridiques et d'histoires de cas bordaient les murs comme des soldats se tenant au garde-à-vous, attendant d'être appelés en service. Madame Zelena Ramirez, une bibliothécaire aux yeux doux et à l'attitude pragmatique, a remarqué le petit garçon noir transportant d'énormes textes juridiques vers une table d'angle jour après jour, son cahier se remplissant de notes soigneuses écrites à la main trop précises pour quelqu'un de son âge. « Vous êtes trop jeune pour la faculté de droit », a-t-elle observé lors de son 3e jour, plaçant une bouteille d'eau et une barre granola à côté de sa pile de livres, « et vous devriez être à l'école régulière en ce moment. » Michael s'est tendu se préparant au rejet auquel il s'était habitué de la part des figures d'autorité, mais Madame Ramirez l'a surpris en tirant une chaise à la place. « Je ne vais pas vous dénoncer », a-t-elle dit doucement, « mais je pense que vous avez besoin d'aide, et ces livres sont beaucoup trop avancés pour la plupart des adultes et encore moins pour un enfant. » Lorsque Michael a expliqué timidement sa situation, l'expression de la bibliothécaire s'est adoucie avec compréhension plutôt qu'avec pitié. « Mon frère a été injustement condamné quand j'étais jeune », a-t-elle confié. « Je sais ce que le système peut faire aux familles comme la nôtre. » À partir de ce moment, Madame Ramirez est devenue son guide, l'aidant à accéder à des ressources juridiques et à des bases de données en ligne normalement réservées aux étudiants en droit et aux professionnels. Tout le monde à la bibliothèque n'était pas aussi serviable. Les gardes de sécurité suivaient Michael constamment, vérifiant son sac à dos chaque fois qu'il entrait ou sortait, et une bibliothécaire plus âgée se plaignait bruyamment de « ces enfants qui ne devraient pas être ici » chaque fois qu'il passait devant son bureau. Malgré ces obstacles, Michael a découvert quelque chose d'extraordinaire à son sujet pendant ses longues heures de recherche. Il comprenait des concepts juridiques complexes, avec une facilité étonnante, mémorisant les cas de jurisprudence après une seule lecture et reconnaissant des schémas dans les décisions judiciaires qui créaient une carte qu'il pouvait suivre. Son cahier est devenu un dossier détaillé sur l'affaire de sa mère, avec des chronologies des témoins potentiels, des violations de procédure par la police et des cas de jurisprudence pertinents qui pourraient aider sa défense. Après une semaine de recherche, Michael savait qu'il avait besoin d'informations plus précises sur ce qui s'était passé au cabinet d'avocat. Un soir après la fermeture de la bibliothèque, il a pris le métro jusqu'au lieu de travail de sa mère, le gratte-ciel étincelant de Midtown, qui abritait Morrison et Blackwell, se dressant comme un monument au pouvoir et aux privilèges contre le ciel qui s'assombrissait. Le bureau de sécurité dans le hall semblait être une barrière insurmontable jusqu'à ce que Walter Johnson, un homme noir plus âgé, en uniforme d'entretien, remarque Michael traîner devant les portes tournantes. « T'es le fils de Laetitia ?» a-t-il demandé, sortant pour ce qui semblait être une pause cigarette. Lorsque Michael a acquiescé, Walter a jeté un coup d'œil autour de lui et a chuchoté « Viens avec moi. Entrée du quai de chargement, pas de caméra là-bas. »
À l'intérieur de l'ascenseur de service, Walter a expliqué qu'il était concierge de nuit au cabinet depuis 20 ans. Ta maman est une bonne personne, elle me traite toujours comme un être humain, pas comme l'homme invisible que tout le monde voit. Dans le bureau désert, Walter a révélé ce qu'il savait. J'ai vu ce Wilson avec ses dossiers manquants la nuit avant que tout ne se passe. Il les fourrait dans sa mallette, regardant par-dessus son épaule tout le temps. Quand il m'a repéré, il s'est figé comme s'il avait vu un fantôme, puis a essayé de faire comme s'il travaillait tard. Le témoignage de Walter pourrait sauver sa mère, mais le visage du concierge s'est assombri lorsque Michael a suggéré qu'il se manifeste. J'ai un casier, mon fils, il y a 30 ans, avant ta naissance. J'ai pris le blâme pour quelque chose que je n'ai pas fait, mais ça me suit partout. Si je m'élève contre un avocat comme Wilson, qui crois-tu qu'ils vont croire ? Le lendemain, Michael a tenté de rencontrer l'avocate commise d'office de sa mère, attendant 3 heures dans un couloir minable à l'extérieur du bureau d'aide juridique. Lorsque l'avocate Jane Feldman a finalement émergé, elle l'a à peine regardé avant de secouer la tête. « Je n'ai pas le temps pour ça. L'affaire de votre mère est simple. Dites-lui d'accepter l'accord avant que ça n'empire. » Alors qu'elle s'éloignait précipitamment, Michael l'a entendu parler avec un procureur dans la cage d'escalier d'une autre affaire pliée et de faire un exemple de sa mère. La cruauté désinvolte de leur rire a résonné dans la cage d'escalier en béton, alors que Michael réalisait que l'avocate commise d'office avait déjà décidé que sa mère était coupable sans même examiner les preuves. Avec un désespoir croissant, Michael a commencé à chercher s'il pouvait représenter sa mère lui-même, bien qu'il sache que les chances étaient astronomiques contre un enfant de 12 ans étant autorisé à agir en tant que conseiller juridique. Ses recherches l'ont conduit au palais de justice, où l'affaire de sa mère serait entendue, un imposant bâtiment en pierre, avec des colonnes qui semblaient conçues pour intimider les citoyens ordinaires. Lorsqu'il a tenté d'entrer pour observer les procédures et apprendre le protocole du tribunal, 2 gardes de sécurité l'ont arrêté au détecteur de métaux. « Où crois-tu aller ?» a demandé l'un d'eux, sa main reposant de manière significative sur sa ceinture. « J'ai besoin d'assister aux procédures judiciaires pour la recherche », a expliqué Michael, serrant son cahier comme un bouclier. Les gardes ont échangé des regards amusés avant que le plus grand ne se penche. « Écoute gamin, ce n'est pas une sortie scolaire. Les enfants comme toi ne font que causer des problèmes. Dégage avant qu'on appelle quelqu'un pour s'occuper de toi. » La connotation raciale dans « les enfants comme toi » n'a pas échappé à Michael, qui avait entendu un langage codé similaire toute sa vie. Abattu, mais pas vaincu. Michael s'est retiré dans un centre communautaire à Harlem où des ateliers juridiques gratuits avaient lieu occasionnellement. Là, il a rencontré Marcus Thompson, un étudiant en droit noir de Colombie, qui faisait du bénévolat le week-end. Initialement dédaigneux des questions du garçon de 12 ans sur la procédure pénale. Marcus est devenu intrigué lorsque Michael a commencé à citer des cas de jurisprudence spécifiques et à poser des questions nuancées sur la suppression de preuves. « Où as-tu appris tout ça ?» a demandé Marcus, la surprise authentique remplaçant sa condescendance antérieure. « J'ai étudié », a répondu simplement Michael, ouvrant son cahier pour montrer les notes de cas méticuleuses qu'il avait compilées. Marcus a sifflé doucement. « C'est plus complet que ce que la plupart de mes camarades de classe pourraient rassembler. » Pour la première fois depuis l'arrestation de sa mère, Michael a ressenti une étincelle d'espoir, alors que Marcus acceptait de l'aider à préparer des arguments et à comprendre la procédure du tribunal. « Je ne peux pas représenter officiellement ta mère, » a prévenu Marcus, « mais je peux t'enseigner suffisamment pour que tu puisses aider son avocat à voir les lacunes dans l'affaire de l'accusation. » Ce que ni l'un ni l'autre n'ont dit à voix haute était la vérité qu'ils comprenaient tous les deux trop bien dans un système biaisé contre les personnes qui leur ressemblaient. La mère de Michael aurait besoin de tous les avantages possibles pour recevoir quelque chose qui ressemblait à la justice. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé avec un ciel de la couleur d'une peau meurtrie, des nuages sombres planant au-dessus du palais de justice du comté de New York. Alors que Michael naviguait dans l'imposant hall d'entrée en marbre, son cœur battant si fort qu'il craignait que les gardes de sécurité ne l'entendent et ne lui refusent l'entrée sur la seule base d'une activité cardiaque suspecte, il s'était habillé de sa seule chemise boutonnée et de son pantalon kaki, des vêtements que sa mère avait achetés pour une présentation à l'école qui semblait maintenant appartenir à une autre vie, à un autre enfant qui n'avait jamais vu sa mère traîner menottée. Grâce à une combinaison de détermination et de timing stratégique se glissant derrière un grand groupe d'étudiants en droit lors d'une observation de classe, Michael a réussi à entrer dans la salle d'audience où l'affaire de sa mère serait entendue.
La pièce elle-même semblait conçue pour diminuer les gens ordinaires, avec son plafond imposant, ses boiseries sombres et le banc surélevé du juge qui obligeait tout le monde à lever les yeux vers l'autorité. Michael a repéré sa mère conduite par un huissier, les mains menottées devant elle, portant une combinaison orange qui pendait lâchement sur sa silhouette. En seulement 2 semaines, elle semblait avoir perdu du poids, ses pommettes plus proéminentes, ses yeux ombragés de fatigue et de peur. L'avocate Feldman a peine reconnu Laetitia alors qu'elle prenait sa place à la table de la défense, ne prenant pas la peine d'ouvrir son dossier avant que le juge Richard Harmon n'entre dans la salle d'audience avec une rapidité qui suggérait qu'il avait un match de golf prévu plus tard et avait l'intention de se débarrasser des affaires de la journée aussi rapidement que possible. « Tout le monde se lève !» a appelé l'huissier, et Michael a regardé le juge Harmon, un homme blanc dans la soixantaine, avec des cheveux argentés clairsemés et des yeux bleus froids, inspecter la salle d'audience avec le regard désintéressé de quelqu'un observant des spécimens inférieurs dans une exposition de zoo. L'audience préliminaire s'est déroulée à une vitesse troublante, le procureur de district Maxwell Brooks exposant l'affaire de l'État contre Laetitia Carter avec une précision répétée. Votre honneur, l'accusée, alors qu'elle occupait un poste de confiance, a volé des dossiers de clients confidentiels contenant des informations financières sensibles. Les documents ont été récupérés dans son tiroir de bureau lors d'une fouille légale, et l'État a de multiples témoins prêts à témoigner de son comportement suspect dans les jours précédant le vol. Tout au long de cette récitation de faits présumés, l'avocate Feldman n'a fait aucune objection, malgré plusieurs affirmations discutables concernant la légalité de la fouille et la chaîne de preuves. Lorsque ce fut au tour de la défense de prendre la parole, Feldman a simplement déclaré « Votre honneur, ma cliente plaide non coupable, et nous demandons une caution raisonnable étant donné que Madame Carter n'a aucun antécédent et est la seule tutrice d'un enfant mineur. » La défense tiède a enflammé quelque chose en Michael, qui avait pris des notes en silence au dernier rang. Avant qu'il ne puisse reconsidérer la sagesse de ses actions, il s'est levé et a crié « Votre honneur, il y a des violations de procédures importantes dans cette affaire qui doivent être traitées. » La salle d'audience s'est tue, alors que tous les yeux se tournaient vers le petit garçon noir se tenant défiant dans la galerie. Le visage du juge Harmon s'est assombri de colère, alors qu'il regardait par-dessus ses lunettes. « Qui a laissé un enfant entrer ici, huissier? Faites cesser immédiatement cette perturbation. » Alors que l'huissier se dirigeait vers lui, Michael a parlé plus fort, sa voix stable, malgré son cœur qui battait la chamade. « Ma mère est innocente, et j'ai des preuves qui n'ont jamais été prises en considération. Le mandat de perquisition a été exécuté de manière incorrecte, et les preuves alléguées ont été placées. » Le rire dédaigneux du juge Harmon a traversé les murmures qui s'étaient élevés dans la salle d'audience. « Écoutez, mon garçon, ce n'est pas un jeu d'enfant où vous pouvez inventer des règles. C'est un tribunal de justice et les enfants des quartiers qui ne connaissent pas leur place n'ont pas le droit de parler ici. » Le public majoritairement blanc dans la salle d'audience a ri du sarcasme du juge, un son qui a brûlé dans les oreilles de Michael comme de l'acide. « Retournez à vos jeux vidéo et laissez les adultes s'occuper des vraies affaires », a poursuivi le juge Harmon, appréciant visiblement le rire que sa cruauté a provoqué. Mais Michael, s'appuyant sur tout ce qu'il avait appris lors de ses séances de recherche marathon, a refusé d'être réduit au silence. En vertu de la section 1042 de la loi sur le tribunal de la famille de l'État de New York, en tant qu'enfant de l'accusé et témoin potentiel d'événements pertinents, j'ai le droit de soulever des préoccupations de procédure, en particulier lorsqu'elles ont un impact sur la stabilité et le bien-être de ma famille, a-t-il déclaré, la citation juridique sortant de sa bouche avec une précision étudiée. Le rire a cessé brusquement, remplacé par un silence stupéfait, alors que le sourire narquois du juge se figeait sur son visage. Michael pouvait voir le choc dans les yeux du juge Harmon, l'incrédulité qu'un enfant noir de Harlem puisse citer un code juridique spécifique que le juge ne pouvait pas rejeter immédiatement. Le moment s'est étiré, la tension montant dans la salle d'audience jusqu'à ce que l'expression du juge Harmon se durcisse en une rage à peine contenue. « Huissier, approchez », a-t-il ordonné, et les 2 hommes ont chuchoté brièvement avant que le juge ne s'adresse à nouveau à Michael. Vous avez exactement 1 minute pour dire tout ce que vous pensez être si important, et ensuite vous serez escorté dehors. L'indulgence du tribunal a des limites. Michael savait que cette petite victoire était temporaire, mais il a saisi l'occasion, parlant rapidement mais clairement.
Le mandat de perquisition a été exécuté sans les procédures d'annonce appropriées, comme l'exige Hudson contre Michigan. De plus, la chaîne de conservation des documents prétendument volés est compromise, car ils ont été trouvés dans un tiroir de bureau non sécurisé accessible à toute personne dans le bureau, y compris Gregory Wilson, qui avait à la fois le motif et l'opportunité de piéger ma mère. De plus, l'accusation n'a pas établi de motif raisonnable au-delà d'une simple accusation, ce qui ne respecte pas la norme établie par Illinois contre Gates. Avant qu'il ne puisse continuer à exposer les violations de procédure qu'il avait identifiées, le juge Harmon l'a interrompu d'un coup sec de son maillet. « C'est suffisant. Vos 30 secondes sont écoulées. » En réalité, à peine 20 secondes s'étaient écoulées, mais Michael a reconnu l'exercice arbitraire du pouvoir pour ce qu'il était. Le procureur, se remettant de sa surprise d'être défié par un enfant, est intervenu en douceur. « Votre honneur, quelles que soient ses interprétations créatives de la loi, l'État demande que la caution soit refusée. L'accusé a accès à des informations sensibles qui pourraient être vendues à des concurrents, ce qui en fait un risque de fuite. » Michael a remarqué le regard entendu échangé entre le juge Harmon et le procureur Brooks, une communication momentanée qui a confirmé ses soupçons quant à leur issue prédéterminée pour cette affaire. Sans même la prétention d'une considération, le juge Harmon a annoncé « La caution est fixée à 500 000 $ en espèces uniquement ». Le montant était astronomique pour une infraction non violente à première vue, garantissant que Laetitia resterait en prison jusqu'au procès. Alors que l'huissier emmenait sa mère, elle a regardé Michael avec des yeux qui exprimaient à la fois fierté et peur. Le message était clair, elle était fière de son courage, mais terrifiée des conséquences que son défi pourrait entraîner. À l'extérieur de la salle d'audience, Marcus Thompson, qui avait été témoin de tout l'échange, a pris Michael à part. « C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue, » a-t-il dit sa voix basse et urgente. « Vous devez comprendre à quoi vous vous attaquez. Le juge Harmon a une réputation. On l'appelle le marteau parce qu'il frappe le plus fort les accusés qui nous ressemblent. Il n'a jamais été contesté ou annulé avec succès en 20 ans sur le banc. » La réponse de Michael a été simple. Alors, il n'a jamais rencontré quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Alors qu'il descendait les marches du palais de justice, Michael a entendu le juge Harmon parler au procureur Brooks juste à l'extérieur d'une entrée latérale, les hommes ignorant sa présence derrière une grande colonne. « Ne t'inquiète pas pour le gamin », disait le juge allumant un cigare coûteux malgré la politique anti-tabac du palais de justice. « Je vais m'assurer que cette affaire avance rapidement. Nous l'enverrons dans le nord de l'État avant que ce garçon ne puisse lire un autre livre de droit. » La cruauté désinvolte l'absolue certitude qu'il pouvait disposer de la vie de sa mère sans conséquence a renforcé la détermination de Michael. De retour à l'appartement de Madame Jackson, l'amie de sa mère l'a supplié d'arrêter de s'immiscer. « Bébé, tu ne fais qu'empirer les choses », a-t-elle dit les yeux humides de larmes. « Le système n'est pas juste, mais il est puissant. Ta maman ne voudrait pas que tu te mettes en danger. » Mais Michael ne voulait pas s'arrêter maintenant. La liberté de sa mère, peut-être sa vie même, dépendait de lui pour continuer à lutter contre un système conçu pour les vaincre tous les deux. Je dois m'arrêter ici et vous poser à tous une question importante. Auriez-vous le courage de vous lever dans une salle d'audience pleine d'adultes et de vous battre pour la justice même lorsque tout le monde se moque de vous? Commentez le numéro 1 si vous pensez que Michael a raison de défier le juge, ou commentez le numéro 2 si vous pensez qu'il devrait écouter Madame Jackson et ne pas s'en mêler. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous admirez le courage de Michael, et abonnez-vous pour voir ce qui se passera ensuite dans cette incroyable histoire vraie d'un enfant prodige s'attaquant au système de justice corrompu. Continuons maintenant notre histoire et voyons quels alliés inattendus pourraient émerger pour aider Michael dans sa quête apparemment impossible. La confrontation de Michael avec le juge Harmon dans la salle d'audience, initialement rejetée par le personnel du tribunal comme une perturbation amusante, a suscité un intérêt inattendu, lorsqu'une sténotypiste judiciaire qui avait été témoin de l'échange a partagé l'histoire avec sa colocataire, une productrice d'une station de nouvelles locale. Toujours avide d'histoires humaines intéressantes qui pourraient augmenter les cotes d'écoute pendant le cycle d'information du soir concurrentiel, le segment de 32 secondes qui en a résulté sur un enfant prodige juridique de 12 ans, défiant. Le marteau, au nom de sa mère, a attiré l'attention de plusieurs personnes clés qui allaient changer la trajectoire de la campagne désespérée de Michael pour la justice d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Le matin, après la diffusion du segment d'information, Michael est arrivé à la bibliothèque
pour trouver Rebecca Martinez, une journaliste d'investigation connue, pour ses exposés sans compromis sur la corruption au sein du gouvernement de la ville qui l'attendait à sa table habituelle. « Vous avez fait toute une impression hier », a-t-elle dit, faisant glisser une carte de visite sur la table. « J'enquête sur le juge Harmon depuis des mois, mais personne n'a été disposé à témoigner de sa justice sélective. » Ses yeux perçants d'intelligence et d'indignation à peine contenus ont évalué Michael attentivement. « Vous avez du cran gamin, mais le cran ne suffira pas contre Harmon. Vous avez besoin de preuves d'une stratégie et de personnes qui savent comment le jeu se joue vraiment. » Rebecca n'était pas la seule à avoir vu les nouvelles. Le professeur James Thompson, un professeur de droit noir retraité de NYU, dont les travaux révolutionnaires sur les disparités raciales dans la détermination des peines criminelles lui avaient valu à la fois une reconnaissance académique et de puissants ennemis, a contacté Michael par l'intermédiaire de Marcus, qui s'est avéré être son neveu. « Mon oncle veut te rencontrer », a dit Marcus à Michael le lendemain. « Il ne fait pas ça pour n'importe qui. En fait, il a refusé des sénateurs qui voulaient son aide. » Le professeur Thompson, bien qu'il ait plus de 70 ans et qu'il lutte contre des problèmes de santé qui l'avaient forcé à prendre sa retraite anticipée, possédait un esprit juridique qui restait tranchant comme un rasoir et une croyance passionnée en la justice que des décennies de témoignages d'inégalités systématiques n'avaient pas réussi à diminuer. Dans son appartement rempli de livres surplombant Central Park, une résidence qui reflétait une vie entière de réalisations académiques, il a écouté attentivement Michael exposer l'affaire de sa mère, hochant occasionnellement la tête ou posant des questions perçantes qui révélaient les lacunes dans la compréhension de Michael. « Vous avez fait un travail remarquable pour quelqu'un sans formation formelle », a reconnu le professeur sa voix, portant la douce cadence de son enfance en Alabama. « Mais vous vous battez avec une main attachée dans le dos. Laissez-moi passer quelques appels. » Le troisième allié inattendu est apparu au palais de justice lorsque Michael est retourné observer d'autres affaires devant le juge Harmon, étudiant les habitudes et le tempérament du juge. Sandra Collins, une ancienne greffière du juge Harmon qui avait quitté son poste dans des circonstances qu'elle a décrites uniquement comme des différences éthiques irréconciliables, a approché Michael pendant une pause. « J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans, a-t-elle chuchoté, ses yeux scrutant constamment le couloir à la recherche d'observateurs. Je sais comment il fonctionne, comment il prend des décisions avant d'entendre des preuves, comment il communique ses attentes au procureur sans laisser de traces écrites. Je peux vous aider à anticiper ses mouvements. » Ensemble, cette équipe improvisée a commencé à se préparer pour le procès de Laetitia, se réunissant dans l'appartement du professeur Thompson pour examiner les preuves, élaborer des stratégies et former Michael à la procédure du tribunal. Rebecca a utilisé ses contacts journalistiques pour enquêter sur les antécédents de Gregory Wilson, découvrant des problèmes financiers qui motivaient le vol. « Il est sous l'eau sur son hypothèque pour cette maison dans les Hamptons », a-t-elle révélé, étalant des relevés bancaires sur la table, et ses 3 dernières entreprises d'investissement ont échoué. Il avait besoin d'argent rapidement, et les informations sur les clients sont précieuses pour les bons acheteurs. Fort de cette révélation, Sandra a suggéré d'accéder aux images de sécurité du cabinet d'avocats qui montreraient Wilson en train de retirer lui-même les dossiers. Tous les grands cabinets d'avocats ont des caméras dans les zones sensibles. Si nous pouvons obtenir ces images, toute son histoire s'effondre. Mais lorsque Marcus a utilisé ses références de la faculté de droit pour demander les enregistrements de sécurité dans le cadre d'un projet de classe fictif sur les protocoles de sécurité des cabinets d'avocats, ils ont rencontré leur premier obstacle majeur. Les images de cette date précise ont été accidentellement supprimées lors d'une mise à niveau du système, a-t-il rapporté son expression, indiquant clairement qu'il ne croyait pas à la coïncidence. Ils affirment qu'il est d'usage de ne conserver que 30 jours d'enregistrement et nous venons de dépasser ce délai. Le professeur Thompson, qui avait tranquillement pris des notes pendant que les plus jeunes membres de son équipe poursuivaient diverses pistes, a finalement pris la parole. Nous devons comprendre la relation entre Wilson et Harmon. Les juges, comme Harmon, ne risquent pas leur réputation pour rien. Il y a quelque chose qui les relie, qui va au-delà de la courtoisie professionnelle. Ces décennies d'expérience lui avaient appris que la corruption existait rarement de manière isolée. Elle prospérait dans des réseaux de bénéfices mutuels et de secrets partagés. Sandra a commencé à faire des recherches sur les histoires personnelles des 2 hommes, découvrant que leurs liens remontaient à des décennies. Ils étaient dans la même fraternité à Columbia, a-t-elle rapporté, Sigma Alpha Epsilon Promotion 1982,
et ils ont maintenu des liens par le biais d'événements, d'anciens élèves et du club universitaire. Il existe des photos d'eux, ensemble, lors de galas de charité remontant à 20 ans. Cette relation de longue date explique l'intérêt personnel inhabituel du juge Harmon dans ce qui aurait dû être une affaire de routine parmi des centaines à son rôle. Il protège Wilson, réalisa Michael. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il en retire? La réponse du professeur Thompson était sobre. Le pouvoir n'a pas besoin de récompenses spécifiques, mon fils. Parfois, maintenir le système qui maintient certaines personnes au sommet et d'autres en bas est une récompense suffisante. Pendant qu'il travaillait à dénoncer ces liens de puissante force, s'alignait contre eux. Gregory Wilson, apprenant que son accusation était contestée, a commencé à faire pression sur ses collègues du cabinet pour qu'ils soutiennent sa version des faits. « J'ai besoin que tu témoignes que tu l'as vu agir de manière suspecte », a-t-il dit à un jeune collaborateur dont la perspective de partenariat dépendait de sa bienveillance. Peut-être mentionner qu'elle a posé des questions inhabituelles sur les dossiers des clients ou qu'elle est restée tard alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Le jeune avocat, mal à l'aise mais peu disposé à risquer sa carrière, a accepté à contre-cœur. Le juge Harmon, dérangé par l'attention que le défi de Michael avait attiré, a tenu une réunion privée inhabituelle avec le procureur Brooks et Gregory Wilson dans son bureau, une réunion qui serait restée secrète si Sandra n'avait pas entretenu des relations avec le personnel actuel du tribunal qui l'avait informé de ce rassemblement suspect. Ils sont liés par le biais du club universitaire, a expliqué Sandra se référant à une organisation sociale exclusive de Manhattan, connue pour ses membres riches, majoritairement blancs. Harmon Brooks et l'associé directeur chez Morrison et Blackwell appartiennent tous au même cercle. Ce ne sont pas seulement des collègues professionnels, ce sont des amis qui partent en vacances ensemble dont les enfants fréquentent les mêmes écoles privées. Au cours de leur réunion clandestine, ignorant que leurs liens seraient révélés plus tard, les trois hommes ont discuté de stratégie. « Il faut que ça s'arrête rapidement », a insisté le juge Harmon, versant un scotch coûteux dans des verres en cristal. « J'ai avancé la date du procès à la semaine prochaine. Ça devrait limiter les problèmes que le gamin et ceux qui l'aident peuvent te causer. » Ce qu'aucun d'eux n'a réalisé, c'est que leur calendrier hâtif se retournerait contre eux, créant des problèmes de procédure que Michael et son équipe pourraient exploiter. Le calendrier accéléré a forcé l'accusation à se précipiter, entraînant des erreurs dans leur dépôt de preuves. Pendant que son équipe juridique improvisée travaillait sur l'affaire, Michael a fait face à un harcèlement croissant à l'école où les élèves et certains enseignants avaient entendu parler de son éclat de voix au tribunal. « Ta mère est une criminelle », s'est moqué un camarade de classe pendant le déjeuner. « Mon père dit que les Noirs volent toujours des trucs et prétendent ensuite qu'ils sont innocents. » Un professeur de mathématiques l'a retenu après les cours pour lui dire « Ton attitude va te faire atterrir au même endroit que ta mère si tu ne fais pas attention. Connais ta place et tu éviteras les problèmes. » Le message était clair, le système attendait la conformité, pas le défi, surtout de la part d'un jeune homme noir. L'immeuble où vivait Madame Jackson a reçu un avis d'expulsion qui semblait suspectement bien chronométré, faisant état de violation du code qui n'avait jamais été mentionné en 20 ans d'inspection. « Ils essaient de perturber ton système de soutien », a observé le professeur Thompson d'un ton sombre. « C'est une vieille tactique, rendre ta vie personnelle si chaotique que tu ne peux pas te concentrer sur le combat. » Lorsque Michael a rendu visite à sa mère en prison, il a constaté que son état s'était détérioré. « Il n'arrête pas d'oublier mes médicaments », a-t-elle expliqué, essayant de cacher une toux persistante. « Et les gardiens ont leur façon de me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue ici. Rien d'assez évident pour être signalé, juste de petites cruautés constantes. » Elle avait perdu plus de poids et les cernes sous ses yeux s'étaient assombries, mais sa détermination restait intacte. « J'ai entendu ce que tu as fait au tribunal, » a-t-elle dit, tendant la main pour serrer la sienne. « Je suis fière de toi, bébé, tellement fière, mais j'ai peur aussi. Ces gens jouent dur. » Michael ne lui a pas parlé du cambriolage dans l'appartement de Madame Jackson, où quelqu'un avait saccagé sa chambre et volé ses notes juridiques originales, l'obligeant à les reconstruire de mémoire, ni n'a mentionné l'appel téléphonique menaçant que le professeur Thompson avait reçu, lui conseillant de ne pas s'occuper des affaires des Blancs avant que quelque chose de malheureux ne se produise. Certains fardeaux lui appartenaient de porter seul. Malgré tout, Michael a continué à se préparer son esprit, absorbant des concepts juridiques avec une vitesse étonnante, sa détermination devenant plus forte à chaque obstacle. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de sauver sa mère avait évolué en quelque chose de plus grand,
un défi à un système qui présumait la culpabilité sur la base de la couleur de la peau et du statut économique, qui fonctionnait sur des liens plutôt que sur la justice, qui considérait les personnes comme sa mère comme des statistiques plutôt que des êtres humains méritant un traitement équitable. Dans les heures calmes du petit matin, lorsque le doute s'insinuait comme un voleur, Michael se souvenait des paroles de sa mère des années plus tôt, lorsqu'il avait affronté des brutes à l'école. Se tenir debout peut faire mal bébé, mais s'agenouiller, quand tu devrais te tenir debout, fait mal à quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne guérit pas si facilement. Avec ce souvenir renforçant sa détermination, il a continué à se préparer pour la bataille à venir, sachant que le vrai combat ne faisait que commencer. L'étroite fenêtre de temps avant le procès a créé une atmosphère de cocotte-minute dans l'appartement du professeur Thompson, où Michael et ses alliés improbables ont travaillé jour et nuit, alimentés par la détermination et les quantités industrielles de café que Rebecca semblait invoquer sans cesse de l'ancien percolateur du professeur qui gargouillait et sifflait comme un être vivant, marquant le passage des heures pendant qu'ils construisaient leur affaire pièce par pièce laborieuse. « Nous avons besoin de preuves concrètes, pas seulement de théories », a insisté Rebecca lors d'une séance de stratégie tard dans la nuit, ses instincts de journaliste les poussant au-delà de la spéculation vers des faits prouvables qui pourraient tenir devant le tribunal. Le juge Armand peut rejeter nos arguments, mais il ne peut pas ignorer des preuves solides, du moins pas sans exposer son parti pris si ouvertement que même ses amis ne pourraient pas le protéger. Agissant sur cet impératif, Rebecca a utilisé ses contacts médiatiques pour enquêter plus en profondeur sur la situation financière de Gregory Wilson, découvrant des schémas alarmants qui dressaient un portrait clair d'un homme au bord de la ruine financière malgré sa façade de succès soigneusement entretenue. « Il vole des comptes clients depuis des mois », a-t-elle révélé, étalant sur la table des relevés bancaires qui montraient des virements suspects juste en dessous du seuil qui déclencheraient des audits automatiques. Les dossiers manquants n'ont pas été pris pour vendre des informations. Ils ont été pris pour dissimuler son détournement de fonds. Il avait besoin d'un bouc émissaire lorsque l'audit interne s'est trop rapproché. Et votre mère était pratique. Armée de cette révélation, Sandra a suggéré d'accéder aux images de sécurité du cabinet d'avocats qui montreraient Wilson en train de retirer lui-même les dossiers. Tous les grands cabinets d'avocats ont des caméras dans les zones sensibles. Si nous pouvons obtenir ces images, toute son histoire s'effondre. Mais lorsque Marcus a utilisé ses références de la faculté de droit pour demander les enregistrements de sécurité dans le cadre d'un projet de classe fictif sur les protocoles de sécurité des cabinets d'avocats, ils ont rencontré leur premier obstacle majeur. Les images de cette date précise ont été accidentellement supprimées lors d'une mise à niveau du système, a-t-il rapporté son expression, indiquant clairement qu'il ne croyait pas à la coïncidence. Ils affirment qu'il est d'usage de ne conserver que 30 jours d'enregistrement et nous venons de dépasser ce délai. Le professeur Thompson, qui avait tranquillement pris des notes pendant que les plus jeunes membres de son équipe poursuivaient diverses pistes, a finalement pris la parole. Nous devons comprendre la relation entre Wilson et Harmon. Les juges comme Harmon ne risquent pas leur réputation pour rien. Il y a quelque chose qui les relie qui va au-delà de la courtoisie professionnelle. Ses décennies d'expérience lui avaient appris que la corruption existait rarement de manière isolée. Elle prospérait dans des réseaux de bénéfices mutuels et de secrets partagés. Sandra a commencé à faire des recherches sur les histoires personnelles des deux hommes, découvrant que leurs liens remontaient à des décennies. Ils étaient dans la même fraternité à Columbia, a-t-elle rapporté, Sigma Alpha Epsilon Promotion 1942, et ils ont maintenu des liens par le biais d'événements d'anciens élèves et du club universitaire. Il existe des photos d'eux ensemble lors de galas de charité remontant à 20 ans. Cette relation de longue date explique l'intérêt personnel inhabituel du juge Harmon dans ce qui aurait dû être une affaire de routine parmi des centaines à son rôle. Il protège Wilson, réalisa Michael. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il en retire? La réponse du professeur Thompson était sobre. Le pouvoir n'a pas besoin de récompenses spécifiques, mon fils. Parfois, maintenir le système qui maintient certaines personnes au sommet et d'autres en bas est une récompense suffisante. Pendant qu'il travaillait à dénoncer ces liens, la pression sur Laetitia a augmenté considérablement. Lors de la prochaine visite de Michael en prison, elle a révélé que le procureur avait offert un accord de plaidoyer 5 ans au lieu des 15 potentiels si elle avouait sa culpabilité immédiatement. « Mon avocate dit que je devrais l'accepter », a-t-elle avoué sa voix, à peine plus haute qu'un murmure dans la salle de visite bondée. Elle dit qu'avec une bonne conduite,
Je ne purgerai peut-être que 3 ans. Tu aurais 15 ans quand je sortirai presque adulte. » La résignation dans sa voix terrifia Michael plus que sa colère ou sa peur ne l'avaient fait. « Maman, n'abandonne pas, a-t-il plaidé. Nous trouvons des preuves. Nous pouvons prouver que Wilson t'a piégé. » Mais les yeux de Laetitia portaient la lassitude de quelqu'un qui avait toujours su que les chances étaient contre elle. « Bébé, j'essaye d'être réaliste. Madame Jackson vieillit trop pour s'occuper de toi pendant des années. Si je me bats et que je perds, tu pourrais finir en famille d'accueil. Au moins de cette façon, nous pouvons planifier. » Son pragmatisme, sa volonté de sacrifier des années de sa vie pour maintenir une certaine semblance de contrôle sur leur avenir a brisé quelque chose en Michael. Il a quitté la salle de visite avec une détermination renouvelée, sachant que le temps était dangereusement compté. Le même soir, une percée est venue d'une source inattendue. Walter Johnson, le concierge qui avait aidé Michael à accéder au cabinet d'avocat après les heures de bureau, a appelé le téléphone jetable que Rebecca avait fourni. « J'ai quelque chose que vous devez voir », a dit l'homme plus âgé, sa voix tendue d'urgence. « Mais pas au téléphone. Rendez-vous au café en face du cabinet 30 minutes. » Lorsque Michael, accompagné de Marcus pour sa sécurité, est arrivé à l'endroit désigné, Walter était assis dans un box d'angle, regardant nerveusement la porte. Il a fait glisser un téléphone portable sur la table sans préambule. « J'enregistre tout dans cet endroit », a-t-il expliqué. « Je le fais depuis des années. La direction traite le personnel d'entretien comme si nous étions invisibles, alors ils disent et font toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas quand nous sommes là. C'est ma police d'assurance. » La vidéo sur le téléphone datée de la nuit avant l'arrestation de Laetitia montrait clairement Gregory Wilson en train de retirer des dossiers de la pièce sécurisée, regardant par-dessus son épaule à plusieurs reprises, puis s'arrêtant brusquement lorsqu'il a remarqué la caméra. La prochaine clip le montrait entrant dans le bureau de Laetitia, après les heures de bureau, plantant des documents dans son tiroir de bureau tout en portant des gants. « Ça prouve tout », a dit Michael, l'espoir montant dans sa poitrine pour la première fois depuis des semaines. « Nous devons remettre ça au procureur tout de suite. » Mais l'expression de Walter est restée grave. « Il y a un problème. J'ai enregistré ça sans permission dans un endroit avec des avis affichés sur la surveillance étant interdite. Ça pourrait ne pas être admissible, et une fois que Wilson saura que j'ai ça… » Il a laissé l'implication en suspens, mais ils ont tous compris son travail. Peut-être sa sécurité serait en danger. Avant qu'il ne puisse formuler un plan, le téléphone de Walter a sonné. Après une brève conversation, son visage s'est vidé de sa couleur. « Quelqu'un a cambriolé mon appartement, a-t-il dit. A mis l'endroit sens dessus-dessous. Je dois y aller. » Malgré leurs protestations, Walter s'est précipité dehors, promettant de les contacter le lendemain, mais lorsque le matin est venu, il avait disparu son téléphone, allant directement à la messagerie vocale, son appartement vide à la fois de Walter et de ses affaires. Il a eu peur, a conclu Marcus, après avoir visité l'immeuble du concierge. On ne peut pas lui en vouloir. Wilson a probablement des relations qui pourraient lui rendre la vie misérable. Le revers semblait insurmontable jusqu'à ce que le professeur Thompson suggère une alternative. Nous devons trouver Walter avant le procès. Son témoignage combiné à la vidéo pourrait être suffisant, même si l'enregistrement seul ne serait pas admissible. Rebecca a utilisé son réseau de contacts, finissant par localiser Walter chez sa sœur dans le Queens, où il s'était enfui par peur, après avoir reçu des menaces explicites. « Quelqu'un a appelé et a dit qu'il savait où mes petites filles vont à l'école », a expliqué Walter, lorsqu'ils se sont rencontrés dans un restaurant loin du quartier de sa sœur. « Dit que des accidents arrivent aux enfants tout le temps. Je ne peux pas risquer ma famille. » Sa peur était palpable, ses mains tremblant alors qu'il serrait sa tasse de café. Marcus, réfléchissant rapidement, a offert une solution. « Mon oncle a des liens avec un réseau de protection communautaire. Ils peuvent prendre des dispositions pour votre famille jusqu'à la fin du procès. » Le professeur Thompson, bien qu'initialement surpris par le bénévolat de son neveu de ses ressources, a hoché la tête en signe d'accord. « Nous pouvons assurer la sécurité de votre famille, Monsieur Johnson, mais nous avons besoin de votre témoignage. Sans cela, une femme innocente ira en prison pendant que le vrai criminel sera libre. » La lutte interne de Walter s'est déroulée sur son visage, les principes se battant avec le pragmatisme jusqu'à ce qu'il finisse par hocher la tête. « Mettez ma famille en sécurité quelque part et je témoignerai. Mais ça ne suffira pas contre des gens comme Wilson et ce juge. Ils ont tout le système de leur côté. » La nuit avant le procès, alors que Michael révisait leur stratégie une dernière fois avec le professeur Thompson,
Sandra a fait irruption dans l'appartement, son comportement normalement calme, brisé par l'urgence. Le juge Harmon rencontre Wilson et Brooks en ce moment au University Club. Rebecca est là. Ils ont attendu en silence tendu des nouvelles, sachant que cette réunion violait l'éthique judiciaire et pourrait potentiellement faire dérailler toute l'affaire si elle était correctement documentée. Des heures plus tard, Rebecca est revenue un petit appareil d'enregistrement à la main et un bandage sur le front. « Je l'ai », a-t-elle annoncé triomphalement, chaque mot. Il planifie comment contrôler le procès, quelles preuves exclure, comment gérer les jurés potentiels. Harmon a même suggéré des questions spécifiques à Brooks à poser lors de la sélection du jury pour éliminer quiconque pourrait sympathiser avec Laetitia. Sa victoire a été tempérée par la coupure au-dessus de son œil. La sécurité m'a repéré en sortant. Il y a eu une course-poursuite. Je suis tombé pendant ma retraite stratégique, mais j'ai protégé l'enregistrement. Les preuves qu'il possédait maintenant, la vidéo de Walter montrant Wilson en train de placer des preuves, l'enregistrement de Rebecca, de la session de planification contraire à l'éthique, les documents financiers démontrant le motif de Wilson, ont créé un cas formidable pour l'innocence de Laetitia. Mais alors que Michael regardait le bandage sur le front de Rebecca, un rappel viscéral des risques que ses alliés prenaient en son nom, il faisait face à une décision impossible. Utiliser les preuves pourrait mettre Rebecca en danger davantage, car ceux qui figuraient sur l'enregistrement sauraient immédiatement qui les avait exposés. Les hommes puissants qu'ils contestaient avaient déjà démontré leur volonté de menacer des enfants et de cambrioler des maisons. Jusqu'où iraient-ils pour se protéger s'ils étaient acculés? Avec le procès prévu pour commencer dans moins de 12 heures, Michael a soupesé la justice pour sa mère contre la sécurité de ceux qui avaient tout risqué. Pour l'aider, le fardeau des décisions d'adultes s'écroulant sur les épaules d'un enfant de 12 ans qui avait déjà porté trop. Le matin du procès s'est levé avec une chaleur oppressante qui semblait peser sur New York comme un couvercle sur une cocotte minute, le genre de journée d'été étouffante où les tempéraments s'emballent pour rien. Et même les individus les plus patients se retrouvent sur les nerfs avant que la journée n'ait correctement commencé. Une atmosphère adéquate pour le tribunal où Michael est arrivé 1 heure en avance, son costume emprunté collant à sa peau, tandis qu'il montait les marches de pierre, qui avaient commencé à ressembler à une seconde maison au cours des semaines de préparation et d'audience préliminaires. À l'intérieur, la climatisation créait une fraîcheur artificielle qui soulevait la chair de poule sur ses bras, le contraste entre la chaleur extérieure et le froid d'intérieur étant symbolique des transitions déconcertantes qu'il avait traversées depuis l'arrestation de sa mère. Le professeur Thompson et Marcus le flanquaient, comme des gardes du corps, leur présence apportant à la fois un soutien pratique et un tampon psychologique contre la machinerie intimidante du système judiciaire qui se dressait devant eux. Rebecca et Sandra arriveraient séparément pour éviter d'attirer l'attention sur leur lien, une précaution qui soulignait la nature à enjeu élevé de leur défi à l'autorité du juge Harmon. Lorsque les portes de la salle d'audience se sont ouvertes, Michael a été frappé par l'aspect ordinaire de l'espace, par la façon dont les lambris de bois, le drapeau américain et les rangées de sièges pour les spectateurs pouvaient contenir tant d'iniquité tout en présentant une façade aussi bénigne. L'illusion d'équité, apprenait-il, était peut-être le déguisement le plus efficace du système judiciaire. La procédure a commencé par une indication immédiate de la façon dont la journée allait se dérouler lorsque le juge Harmon est entré dans la salle d'audience avec une impatience à peine dissimulée, sa robe semblant se hérisser d'irritation lorsqu'il a pris place et a fixé les avocats rassemblés avec un regard qui suggérait qu'il l'incommodait simplement en existant. « Passons aux choses sérieuses », a-t-il annoncé en contournant l'ouverture formelle habituelle. « J'ai un rôle chargé aujourd'hui. » Le cœur de Michael s'est serré en voyant sa mère être conduite par des agents du tribunal, la combinaison orange étant encore plus lâche sur sa silhouette qu'avant ses yeux le trouvant immédiatement dans la galerie avec un mélange d'amour et d'inquiétude qui lui a noué la gorge. Avant que toute preuve puisse être présentée, le juge Harmon a commencé à démanteler systématiquement leurs chances en statuant sur les requêtes préliminaires avec une partialité époustouflante. La motion visant à supprimer les preuves obtenues lors de la fouille potentiellement irrégulière est rejetée, a-t-il déclaré sans explication. Lorsque l'avocat Feldman a soulevé la question de l'exécution du mandat, la motion visant à exclure le témoignage des témoins à charge en raison d'un coaching est rejetée.
La motion visant à introduire des preuves de suspects alternatifs est rejetée comme étant spéculative et préjudiciable. Chaque rejet enfonçait un clou supplémentaire dans le cercueil de la défense de Laetitia, le juge ne prenant pas la peine de citer un raisonnement juridique ou un précédent lorsqu'il balayait leurs objections comme des insectes ennuyeux. Le processus de sélection du jury s'est avéré tout aussi décourageant, le juge Harmon et le procureur Brooks travaillant de concert pour façonner le jury à leur goût. Malgré la diversité de la population de New York, le procureur a utilisé des récusations péremptoires pour retirer presque toutes les personnes de couleur du groupe de jurés, ce qui a abouti à un jury composé de 11 jurés blancs et d'un homme asiatique américain. Lorsque Marcus, qui avait discrètement transmis des notes à l'avocat Feldman, a suggéré de contester la composition du jury en se basant sur Batson contre Kentucky, qui interdit de retirer des jurés uniquement en raison de leur race, Michael a vu l'avocat de sa mère reculer physiquement devant la suggestion, ses yeux se dirigeant nerveusement vers le juge Harmon. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire », a-t-elle répondu à voix basse suffisamment fort pour que Michael l'entende depuis sa position directement derrière la table de la défense. Incapable de contenir sa frustration, Michael s'est penché en avant et a chuchoté d'urgence. « Il manipule le jury contre ma mère. Vous devez vous y opposer. C'est une violation flagrante de Batson. » La réponse de l'avocat Feldman a été de déplacer légèrement sa chaise pour s'éloigner de lui, créant une distance physique correspondant à son détachement émotionnel des intérêts de sa cliente. Alors que le procureur commençait sa déclaration liminaire dépeignant Laetitia comme une voleuse calculatrice qui avait trahi la confiance de son employeur par cupidité et ressentiment, Michael a continué à transmettre des notes à Feldman avec des contre-arguments et des points à soulever lors du contre-interrogatoire. L'avocate les a ignorés, son bloc-notes restant vierge pendant qu'elle écoutait le procureur Brooks construire un récit de culpabilité à partir de spéculations et de preuves circonstancielles. Finalement, lorsque l'accusation a présenté une série de courriels montrant prétendument l'intérêt de Laetitia pour les fichiers volés des courriels qui n'avaient jamais été mentionnés lors de la divulgation, et que Michael a immédiatement reconnu comme des fabrications basées sur leurs horodatage et leurs schémas linguistiques, il n'a plus pu se taire. Se levant brusquement, Michael a crié « Objection, votre honneur ! Ces courriels n'ont jamais été fournis lors de la divulgation comme l'exige Brady contre Maryland et leur apparition soudaine suggère une falsification de preuves. » La salle d'audience s'est tue alors que le visage du juge Harmon s'assombrissait de fureur. « Qui interrompt mon tribunal ?» a-t-il demandé, bien qu'il ait clairement reconnu Michael lors de leur précédente rencontre. Avant que l'huissier ne puisse intervenir, Michael a poursuivi sa voix, étant stable malgré son cœur qui battait la chamade. Ces courriels sont datés de périodes où les journaux des serveurs montreraient que ma mère n'était même pas à son ordinateur. Ils sont fabriqués et leur introduction viole de multiples règles de preuve, y compris les règles fédérales de preuve 901 concernant l'authentification et 403 concernant l'impact préjudiciable l'emportant sur la valeur probante. La précision de ces citations juridiques a créé un moment de silence stupéfait avant que le juge Harmon n'explose. « C'est scandaleux, huissier, faites sortir cet enfant immédiatement. » Alors que l'agent du tribunal s'approchait, Michael a tenu bon. « Votre honneur en tant qu'enfant de l'accusé, j'ai qualité pour soulever des préoccupations concernant l'équité procédurale en vertu des précédents du tribunal de la famille qui ont été appliqués dans les procédures pénales lorsque les droits parentaux sont en jeu. » Le juge Harmon, visiblement en difficulté pour maintenir son comportement judiciaire, a pointé un doigt tremblant vers Michael. « Ce n'est pas un jeu de cour de récréation, jeune homme. C'est un tribunal, quelque chose que votre espèce respecte rarement. Un mot de plus de votre part, et je vous ferai enlever et placer en détention juvénile pour outrage. » Le sous-entendu raciste de votre espèce s'est répandu dans la salle d'audience, provoquant un échange de regards mal à l'aise entre plusieurs spectateurs. Michael a senti une main sur son épaule, le professeur Thompson qui s'était déplacé pour se tenir à ses côtés en signe de soutien silencieux. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, » a répondu Michael, sa voix restant d'une manière ou d'une autre stable malgré la rage et la peur qui le traversaient. La loi s'applique également à tous indépendamment de leur espèce. La simple dignité de sa réponse a mis en évidence les préjugés du juge beaucoup plus efficacement que toute réplique colérique n'aurait pu le faire. Pendant l'interruption qui a suivi, demandée par le juge Harmon soi-disant pour examiner les courriels contestés, mais en réalité pour reprendre ses esprits, l'avocat Feldman s'est approché de Michael avec une panique à peine contenue. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle sifflé. « Tu aggraves la situation ?»
Le juge déteste déjà l'affaire de ta mère, et maintenant tu l'as rendue personnelle. Lorsque Michael a essayé d'expliquer les problèmes avec les courriels fabriqués, elle l'a interrompu. Je ne peux pas travailler comme ça. Je suis sapé par un gamin de 12 ans devant un juge qui pourrait détruire ma carrière avec un coup de fil. Sans attendre sa réponse, elle s'est dirigée directement vers le cabinet du juge Harmon, revenant 10 minutes plus tard avec une expression sombre. « Je me suis retiré de l'affaire », a-t-elle annoncé à Laetitia sans croiser le regard de sa cliente. « Le juge est d'accord, c'est pour le mieux. » L'abandon a frappé Michael comme un coup physique. Sans représentation, les chances déjà minces de sa mère s'évanouiraient complètement. Le juge Harmon, revenant au banc avec l'expression satisfaite d'un prédateur flairant une proie blessée, s'est adressé à la salle d'audience avec une fausse inquiétude. Il semble que Mademoiselle Carter n'ait plus d'avocat. Sans représentation, nous avons deux options. Elle peut accepter la généreuse négociation de plaidoyer que l'État a offerte ou elle peut se représenter elle-même. Quel sera votre choix, Mademoiselle Carter ? Laetitia, dépassée et seule à la table de la défense, a regardé Michael avec impuissance, le poids d'une décision impossible visible dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Michael s'est levé une fois de plus puisant dans chaque once de courage et de connaissance qu'il avait accumulé. « Votre honneur, je demande la permission de servir d'avocat à ma mère, en vertu de l'article 478 de la loi judiciaire de New York, qui prévoit des exceptions aux exigences de représentation standard dans les cas de circonstances extraordinaires et de relations familiales. » La salle d'audience a éclaté en murmures alors que le juge Harmon regardait Michael avec incrédulité, clairement non préparé à cette manœuvre juridique obscure. Après avoir conféré à la hâte avec son greffier, qui a confirmé que la disposition existait bien qu'elle ait rarement été invoquée dans les temps modernes, l'expression du juge est passée du choc à un plaisir calculateur. « Tu veux jouer à l'avocat, jeune homme, très bien. Voyons comment tes livres de bibliothèque te servent contre de vrais procureurs. Je vais le permettre ne serait-ce que pour démontrer la folie de ton arrogance. » Son sourire en coin traduisait une confiance absolue qu'un enfant, indépendamment de ses connaissances apparentes, s'effondrerait sous la pression d'une procédure judiciaire réelle. Alors que Michael se déplaçait pour prendre place aux côtés de sa mère à la table de la défense, il a surpris le juge en train de chuchoter à son greffier. Ce sera le contre-interrogatoire le plus court de l'histoire. Le gamin sera en larmes avant de poser sa deuxième question. Le rire méprisant qui a suivi a allumé quelque chose en Michael, pas seulement de la détermination, mais une certitude calme que la justice, si longtemps refusée aux personnes qui lui ressemblaient, et à sa mère, pourrait enfin être rendue grâce à son intervention improbable. Ce que le juge Harmon n'a pas compris, c'est que Michael n'avait rien à perdre et tout à gagner, tandis que le juge avait une réputation imposte et potentiellement sa liberté en jeu si sa corruption était révélée. C'était peut-être la première erreur tactique d'une carrière bâtie sur l'hypothèse que le pouvoir protégerait toujours le pouvoir, que le système se plierait pour se préserver lui-même. Michael a pris place aux côtés de sa mère, qui lui a serré la main sous la table, un geste d'amour et de confiance qui a renforcé sa détermination plus que tout précédent juridique ne pourrait le faire. En regardant autour de lui les gens qui regardaient cette scène extraordinaire se dérouler, je dois vous demander: avez-vous déjà été sous-estimé en raison de votre âge, de votre race ou de votre origine? Commenté numéro 1. Si vous avez dû vous battre plus fort juste pour être pris au sérieux. Ou commenté numéro 2. Si vous avez eu la chance d'être jugé uniquement sur vos compétences. Écrasez ce bouton « J'aime » si vous encouragez Michael à dénoncer ce juge corrompu et abonnez-vous pour voir la brillante stratégie juridique que ce prodige de 12 ans est sur le point de déployer. Ses connaissances seront-elles suffisantes contre un système conçu pour protéger les siens, ou aura-t-il besoin de quelque chose de plus pour sauver sa mère? Continuons cette incroyable histoire vraie. Lorsque le tribunal s'est réuni après le déjeuner, une tension palpable a rempli l'air, alors que les spectateurs se sont agités sur leurs sièges, que des avocats d'autres affaires se sont glissés pour assister au spectacle sans précédent d'un garçon noir de 12 ans agissant en tant que conseiller juridique, et que des journalistes ont griffonné furieusement dans des cahiers composant déjà les titres qui éclabousseraient les nouvelles du soir et les journaux du matin quel que soit le résultat, l'histoire étant trop sensationnelle pour être ignorée, même dans une ville constamment avide du prochain récit dramatique. Le juge Harmon, anticipant clairement une victoire facile qui permettrait à la fois de se débarrasser de l'affaire Carter et d'humilier publiquement l'enfant qui avait osé défier son autorité,
a fait un geste impatient pour que Michael commence sa déclaration liminaire. Son expression étant un mélange d'amusement et de mépris, qui suggérait qu'il considérait la procédure comme plus un divertissement qu'une affaire juridique sérieuse. « Chaque fois que vous êtes prêt, jeune homme, a-t-il dit en insistant sur « jeune » avec une délibération condescendante, bien que je suggère de faire court car l'accusation a déjà établi une affaire convaincante de la culpabilité de votre mère. La provocation était évidente, conçue pour déstabiliser Michael avant même qu'il n'ait prononcé son premier mot, mais lorsqu'il s'est levé de la table de la défense, quelque chose dans son comportement a fait vaciller légèrement le sourire en coin sur le visage du juge Harmon. Michael s'est tenu droit son costume emprunté, semblant soudainement moins mal ajusté, alors qu'il adoptait la posture et la présence de quelqu'un qui avait le double de son âge, ses yeux clairs et concentrés, balayant le banc des jurés, établissant un lien avec chaque juré individuellement avant de commencer à parler. « Mesdames et messieurs les jurés, a-t-il commencé sa voix plus forte et plus résonnante que quiconque ne l'aurait attendu de son petit corps. Cette affaire est plus que des fichiers manquants ou des accusations de vol. Il s'agit de la vérité contre la commodité de la justice contre l'opportunisme. Et plus fondamentalement, il s'agit de savoir si notre système juridique peut tenir sa promesse d'égalité de traitement devant la loi, indépendamment de la race, de la richesse ou de la position sociale. » L'éloquence de ces premiers mots a créé une vague de surprise dans la salle d'audience, plusieurs jurés se penchant légèrement en avant, comme pour mieux entendre cet enfant qui parlait avec l'autorité et la précision d'un avocat chevronné. L'accusation voudrait vous faire croire à un récit simple que Laetitia Carter, une mère célibataire sans casier judiciaire et avec un historique d'emploi impeccable, a soudainement décidé de tout risquer en volant des fichiers qui seraient sans valeur pour elle, mais potentiellement précieux pour d'autres. Il propose ce récit non pas parce que les preuves le soutiennent, mais parce que c'est pratique. Il n'exige aucune enquête sur qui avait réellement le motif, l'opportunité et les connaissances techniques pour accéder à ces fichiers. Il n'exige aucune question inconfortable sur la dynamique du pouvoir au sein de l'entreprise ou sur la précipitation au jugement qui a conduit à l'arrestation de ma mère. Alors que Michael continuait à exposer la position de la défense en s'attaquant méthodiquement aux failles de la théorie de l'accusation, tout en présentant un récit alternatif étayé par les preuves qu'ils avaient recueillies. L'expression du juge Harmon s'est transformée d'un amusement condescendant à une inquiétude croissante. Ce n'était pas le plaidoyer hésitant et émotionnel auquel il s'attendait, mais un argument juridique sophistiqué, présenté avec clarté et concentration stratégique. Lorsque Michael a conclu en rappelant au jury son obligation d'exiger une preuve hors de tout doute raisonnable et pas seulement une narration plausible, plusieurs ont hoché la tête inconsciemment déjà engagés dans son raisonnement. Le véritable test est venu avec le premier témoin de l'accusation, Gregory Wilson lui-même, qui a témoigné avec l'air confiant de quelqu'un habitué à la déférence et se croyant au-dessus de toute contestation sérieuse, en particulier de la part d'un enfant. Le procureur Brooks l'a conduit à travers un témoignage soigneusement répété sur la découverte des fichiers manquants, le comportement suspect qu'il prétendait avoir observé de la part de Laetitia et le soulagement qu'il avait ressenti lorsque les documents volés avaient été récupérés dans le tiroir de son bureau. Tout au long de ce récit, le juge Harmon a maintenu presque toutes les objections de l'accusation, tout en rejetant toutes celles de Michael, créant un terrain de jeu inégal qui aurait dû paralyser la capacité de la défense à contester le récit de Wilson. Lorsque le tour de Michael pour le contre-interrogatoire est arrivé, le juge Harmon a fait mine de regarder sa montre. « Essayez d'être concis », a-t-il demandé. « Monsieur Wilson est un professionnel occupé avec des engagements cet après-midi. » Sans se décourager, Michael s'est approché du banc des témoins avec le cahier usé de sa mère à la main, plutôt que le bloc-notes que la plupart des avocats auraient utilisé. « Monsieur Wilson, vous avez témoigné que vous avez personnellement découvert la disparition des fichiers. Mardi matin, c'est bien cela. » La question, apparemment anodine, a reçu une réponse méprisante. « Oui, comme je l'ai déjà dit. » Michael a hoché la tête pensivement. Et selon votre témoignage, vous l'avez immédiatement signalé à la sécurité et à l'associé directeur vers 9h15 ce matin-là. Wilson s'est légèrement agité sur son siège. Cela semble juste. C'était une découverte inquiétante. Michael a consulté son cahier.
C'est intéressant car selon les journaux d'accès électronique de l'entreprise que j'ai assignés et versés comme pièce à conviction A de la Défense, vous n'êtes arrivé au bureau qu'à 11h27 ce matin-là, soit plus de 2 heures après avoir prétendu avoir découvert la disparition des fichiers. La salle d'audience s'est agitée alors que le teint de Wilson rougissait légèrement. J'ai dû me tromper sur l'heure. La découverte est ce qui compte pas exactement quand elle s'est produite. Michael a insisté. Peut-être vous êtes-vous également trompé sur d'autres détails, comme votre affirmation que ma mère avait posé des questions inhabituelles sur ces fichiers spécifiques dans les jours précédant leur disparition, car j'ai des déclarations de 3 autres assistantes administratives confirmant qu'elle était affectée à un département entièrement différent pendant cette semaine, qu'elle remplaçait une collègue en congé de maternité et qu'elle n'avait aucun accès ni intérêt pour les fichiers en question. Alors que Michael démantelait systématiquement le témoignage de Wilson, utilisant les propres mots de l'homme contre lui et introduisant des preuves de ses difficultés financières, qui établissaient un motif clair, le juge Harmon a interrompu à plusieurs reprises, tentant de faire dérailler l'interrogatoire de Michael. Le témoin a déjà répondu à cela, ou passé à une nouvelle ligne d'interrogation, ou, c'est argumentatif, sont venues les objections du juge avec une fréquence croissante et une agitation visible. Malgré ces obstacles, Michael a maintenu son sang-froid, adaptant son approche, tout en continuant à exposer les incohérences du récit de Wilson. Lorsque Walter Johnson a finalement témoigné avoir vu Wilson avec les fichiers et les avoir ensuite placés dans le bureau de Laetitia, l'accusation a immédiatement demandé à le disqualifier. Votre honneur, ce témoin a un casier judiciaire datant d'il y a 30 ans qui rend son témoignage intrinsèquement peu fiable, a plaidé le procureur Brooks. De plus, en tant qu'agent d'entretien avec une éducation minimale, il n'a pas l'expertise nécessaire pour identifier les documents juridiques confidentiels. Les implications classistes et potentiellement racistes de cet argument ont plané dans l'air, jusqu'à ce que Michael réponde en citant Mason contre State, un précédent traitant spécifiquement de la crédibilité des témoins dans les cas impliquant l'observation d'actions physiques simples plutôt qu'une expertise technique. Walter Johnson n'a pas besoin d'un diplôme en droit pour reconnaître M. Wilson en train de placer des papiers dans le bureau de ma mère, après les heures de bureau, tout en portant des gants malgré la température chaude du bureau et en regardant à plusieurs reprises par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il n'était pas observé. La précision juridique de la contre-attaque de Michael a laissé le juge Harmon incapable d'exclure le témoignage de Walter, sans rendre son parti pris manifestement évident pour le jury de plus en plus attentif, et la foule croissante de spectateurs, qui comprenait maintenant plusieurs avocats éminents spécialisés dans les droits civiques qui avaient entendu parler de l'affaire extraordinaire et étaient venus observer. Alors que Walter décrivait ce dont il avait été témoin, son témoignage étant corroboré par les journaux de sécurité horodatés, montrant à la fois sa présence et celle de Wilson dans le bureau pendant des heures où ni l'un ni l'autre n'auraient dû être là. L'affaire de l'accusation a commencé à s'effondrer visiblement. Pendant une brève pause, le professeur Thompson s'est approché de Michael dans le couloir, gardant la voix basse. « Tu te débrouilles brillamment, mais sois prêt. Harmon devient désespéré. Il va essayer quelque chose d'inattendu pour reprendre le contrôle. » Dis ? L'avertissement du professeur s'est avéré vrai lorsque le tribunal a repris et le juge Harmon a soudainement annoncé « Après avoir examiné la procédure jusqu'à présent, je crois qu'il y a des motifs pour un procès nul en raison d'une représentation incorrecte et d'une subornation de témoins par la défense. » Michael, anticipant cette manœuvre grâce au conseil de Sandra concernant les tactiques du juge lorsqu'il est acculé, répondit immédiatement « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois en vertu de l'affaire State contre Henderson, un procès nul ne peut être déclaré une fois que des preuves potentiellement disculpant l'accusé ont été présentées, à moins qu'il n'y ait eu une faute réelle affectant la capacité du jury à rendre un verdict équitable. Aucune faute de ce type ne s'est produite et déclarer un procès nul à ce stade constituerait une erreur réversible selon la norme établie dans l'affaire Arizona contre Washington concernant la nécessité de la protection contre la double incrimination. La citation était précise, le raisonnement juridique impeccable, et le juge Harmon se retrouva piégé par le système même qu'il avait manipulé pendant des décennies. Pour la première fois peut-être de sa carrière, une véritable peur traversa ses traits lorsqu'il réalisa que cet enfant avait non seulement égalé ses connaissances juridiques, mais avait stratégiquement anticipé et contré sa voie d'échappatoire la plus fiable.
L'affaire de l'accusation continua de s'effondrer lorsque Michael introduisit des preuves de falsification des horodatages sur les journaux de sécurité et des déclarations incohérentes des collègues de Wilson qui, soumis à un contre-interrogatoire habile, commencèrent à contredire à la fois Wilson et les uns les autres sur des détails cruciaux. Les preuves techniques concernant la piste électronique des fichiers manquants pointaient de plus en plus vers Wilson plutôt que vers Laetitia, avec des métadonnées montrant un accès aux documents depuis son ordinateur personnel à des moments où Laetitia était vérifiable ailleurs. En fin d'après-midi, alors que l'accusation avait achevé sa présentation bien plus tôt que prévu en raison du démantèlement systématique de ses preuves, l'atmosphère dans la salle d'audience s'était transformée. Le jury, initialement sceptique à l'égard du défenseur des enfants, le regardait maintenant avec des expressions allant de l'étonnement au respect. La galerie s'était remplie à pleine capacité, les huissiers devant refuser l'entrée aux retardataires désireux d'assister à ce qui était en train de devenir le sujet de conversation de la communauté juridique new-yorkaise. Plus significativement, le contrôle assuré du juge Harmon avait cédé la place à une anxiété visible, ses yeux se dirigeant fréquemment vers la porte, comme s'il envisageait de s'échapper du piège qu'il avait contribué à créer grâce à des années de corruption et de partialité incontrôlée. Alors que Michael se préparait à présenter la défense, en s'appuyant sur les fondations qu'il avait établies par le contre-interrogatoire, plutôt que de simplement répondre au récit de l'accusation, il croisa le regard de sa mère de l'autre côté de la table de la défense. Pour la première fois depuis son arrestation, l'expression de Laetitia exprimait quelque chose au-delà de la peur et de la résignation. Le léger sourire qui ourlait ses lèvres traduisait de la fierté de l'espoir, et une croyance croissante que peut-être contre toute attente la justice pourrait réellement être possible pour quelqu'un comme elle dans un système qui n'avait jamais été conçu pour sa protection ou son bénéfice. L'audience reprit le lendemain matin avec une électricité dans l'air qui était presque tangible, les conversations réduites à des murmures urgents alors que les spectateurs prenaient place, la galerie maintenant bondée d'observateurs juridiques, de militants des droits civiques et de représentants des médias attirés par les reportages de la nuit, sur l'extraordinaire confrontation entre un juge corrompu et un prodige juridique de 12 ans, dont la performance avait déjà suscité des comparaisons avec des avocats de renom. Malgré son jeune âge et son manque de formation formelle, Michael arriva flanqué du professeur Thompson et de Marcus, leur formation protectrice étant nécessaire, car des journalistes avaient envahi l'extérieur du palais de justice, criant des questions, et tendant des microphones vers le garçon, qui était devenu une sensation du jour au lendemain dans les cercles juridiques et au-delà. Le juge Harmon entra avec un air hagard, son apparence normalement impeccable, légèrement ébouriffée, suggérant une nuit de peu de sommeil et de beaucoup d'anxiété, alors qu'il contemplait la situation qui se détériorait rapidement, et qui menaçait non seulement cette affaire, mais potentiellement toute sa carrière et son image publique soigneusement construite. La première action du juge révéla son désespoir. Avant de continuer, j'ai été informé d'une réunion d'urgence requise avec les 2 conseils dans mon cabinet immédiatement. Cette demande inhabituelle survenant avant que les procédures n'aient formellement repris souleva des sourcils dans toute la salle d'audience, mais Michael avait été préparé à une telle manœuvre par le briefing détaillé de Sandra sur les tactiques d'Armand lorsqu'il était confronté à une contestation sérieuse. « Votre honneur », répondit Michael debout à la table de la défense à côté de sa mère, dont la main reposait en signe de soutien sur son épaule. Bien que je respecte l'autorité du tribunal, toute discussion pertinente à ces procédures devrait avoir lieu au procès verbal avec l'accusé présent, comme l'exige l'article 210-45 du Code de procédure pénale de New York, concernant le droit de l'accusé d'être présent pendant toutes les étapes importantes du procès. La citation était exacte, l'application appropriée, et le silence momentané du juge Harmon révéla qu'il ne s'attendait pas à une contre-attaque procédurale aussi précise de la part de quelqu'un qui aurait dû être en train d'apprendre l'algèbre de base plutôt qu'une stratégie juridique avancée. Contraint de poursuivre en audience publique, le juge Harmon observa avec une alarme à peine dissimulée que l'affaire de l'accusation continuait de se désintégrer sous le démantèlement méthodique de ses preuves et de ses témoins par Michael. Lors du contre-interrogatoire du directeur de la sécurité de l'entreprise, Michael établit que les images de surveillance de la nuit en question avaient été supprimées dans des circonstances inhabituelles, créant un doute raisonnable quant à la chronologie de l'accusation. Par l'intermédiaire du spécialiste informatique de l'entreprise, il démontra que les courriels prétendument incriminants attribués à sa mère contenaient des métadonnées incompatibles avec la configuration de son ordinateur, suggérant fortement une fabrication.
En milieu de matinée, un procureur de district Brooks, de plus en plus désespéré, demanda une brève suspension d'audience pendant laquelle Michael l'observa, en conversation intense avec le juge Harmon dans un couloir du palais de justice, leur geste suggérant un désaccord houleux sur la façon de procéder. Lorsque l'audience reprit, Brooks annonça avec un triomphe mal dissimulé « L'État souhaite présenter de nouvelles preuves découvertes concernant la culpabilité de l'accusé ». Il présenta ensuite ce qu'il décrivit comme des fragments récupérés du compte de messagerie supprimé de l'accusé, semblant montrer Laetitia discutant de la vente d'informations confidentielles avec un acheteur anonyme. L'apparition soudaine de ces preuves jamais mentionnées lors de la communication préalable des preuves et émergeant opportunément au moment précis où l'affaire de l'accusation s'effondrait, suscita immédiatement des soupçons non seulement de la part de Michael, mais aussi de plusieurs jurés, dont les regards échangés suggéraient une prise de conscience croissante des tactiques discutables de l'accusation. Michael se leva immédiatement. « Votre honneur, la défense s'oppose à ces preuves surprises pour de multiples raisons. Premièrement, en vertu de l'affaire Brady contre Maryland, l'accusation était tenue de divulguer toutes les preuves lors de la communication préalable des preuves. Deuxièmement, l'apparition soudaine de ces prétendus courriels soulève de sérieuses questions quant à leur authenticité et à leur chaîne de possession. Troisièmement, nous demandons du temps pour faire examiner ces documents par un expert légiste avant qu'ils ne puissent être présentés au jury. » Le juge Harmon, voyant une opportunité de reprendre le contrôle, rejeta l'objection avec une satisfaction visible. La demande de la défense est rejetée. Ces courriels semblent très pertinents pour l'affaire, et le jury devrait être autorisé à les examiner immédiatement. Continuez, monsieur Brooks. C'était le moment que Michael attendait, l'action précipitante qui justifierait sa contre-attaque la plus spectaculaire. Avec un calme délibéré qui démentait son cœur battant à tout rompre, il déclara « Dans ce cas, votre honneur, la défense présente la pièce à conviction. Dès un enregistrement audio réalisé la nuit dernière au University Club, documentant une conversation entre vous-même, le procureur de district Brooks et Gregory Wilson discutant de la fabrication de preuves et de la coordination des témoignages en violation de multiples canons éthiques et constituant potentiellement une conspiration criminelle visant à entraver la justice. » Et la salle d'audience entra en éruption, alors que Michael diffusait les 30 premières secondes de l'enregistrement de Rebecca via son téléphone, les voix indubitables du juge Harmon et du procureur de district Brooks étant clairement audibles, alors qu'ils discutaient de la nécessité de créer quelque chose d'assez convaincant pour tromper le gamin et de s'assurer que le jury ne commence pas à croire le concierge. Le visage du juge Harmon se tordit de fureur alors qu'il frappait son maillet à plusieurs reprises, criant au calme tout en hurlant simultanément « Cet enregistrement est irrecevable. Huissier, confisquez ce téléphone immédiatement. » Michael, préparé à cette réaction, grâce au conseil de Sandra concernant les tactiques du juge lorsqu'il est acculé, répondit avec précision « Votre honneur, en vertu de la loi fédérale sur la conduite judiciaire et l'incapacité, les preuves d'inconduite judiciaire ne peuvent être supprimées par le juge impliqué, et les tentatives de le faire constituent des violations supplémentaires en vertu du titre 18 USC, section 371, concernant l'obstruction à la justice. De plus, la loi new-yorkaise sur le consentement d'une seule partie rend cet enregistrement tout à fait légal car un participant a consenti à l'enregistrement. La salle d'audience sombra dans le chaos alors que les spectateurs réagissaient à la révélation explosive, plusieurs jurés fixant ouvertement le juge Harmon avec des expressions allant du choc au dégoût des journalistes se précipitant hors de la salle pour déposer des articles de dernière heure, tandis que les huissiers regardaient avec incertitude entre le juge et Michael, clairement incertain de savoir à qui obéir dans cette situation sans précédent. Luttant pour reprendre le contrôle, le juge Harmon ordonna l'évacuation de la salle d'audience et exigea que toutes les parties se rencontrent immédiatement dans son cabinet. Cette fois, l'affaire étant clairement compromise et les procédures formelles en désarroi, Michael accepta, mais pas avant de demander que le professeur Thompson l'accompagne en tant que conseiller juridique d'un défenseur mineur, une demande que le juge n'était pas en mesure de refuser compte tenu de la situation qui se détériorait rapidement. À l'intérieur du cabinet, loin du regard du public, la façade de dignité judiciaire du juge Harmon s'effondra complètement. « Petit bâtard !» gronda-t-il à Michael, frappant son bureau assez fort pour faire tomber un livre de droit sur le sol. « As-tu la moindre idée à qui tu as affaire ? Je suis sur ce banc depuis 20 ans. J'ai des relations que tu ne peux pas imaginer. » Ces menaces s'intensifièrent rapidement,
allant de suggestions voilées concernant l'avenir de Michael en foyer d'accueil, pendant que sa mère purgeait une peine prolongée pour des accusations supplémentaires qui pourraient émerger, à des avertissements explicites au professeur Thompson concernant une radiation potentielle pour avoir incité un mineur à se faire passer pour un avocat. Au lieu de s'effondrer, Michael conserva le calme qui l'avait servi tout au long du procès. « Juge Harmon, je dois vous informer que tout ce qui se passe dans cette pièce est diffusé en direct à plusieurs journalistes qui attendent à l'extérieur grâce à des arrangements technologiques conclus par Rebecca Martinez du New York Tribune. » Il leva son téléphone montrant la connexion de diffusion active. « Vos menaces faites au procès-verbal sont maintenant de notoriété publique, ce qui aggrave les violations éthiques déjà documentées. » Le sang quitta le visage du juge Harmon lorsqu'il réalisa que le piège s'était refermé complètement sur lui. Les tactiques d'intimidation privée qui l'avaient servi tout au long de sa carrière étaient maintenant exposées à l'examen du public, ses paroles diffusées à un public bien au-delà de son contrôle. La porte du cabinet s'ouvrit sans prévenir, révélant 2 représentants sévères de la Commission de la conduite judiciaire de l'État, accompagnés de Sandra Collins, qui les avait alertés de la situation qui se déroulait dans la salle d'audience 318. Juge Richard Harmon déclara formellement l'aîné des 2. « Nous ouvrons une enquête immédiate sur les allégations d'inconduite judiciaire, de falsification de preuves et d'abus d'autorité. Vous êtes temporairement relevé de vos fonctions en attendant l'examen par la commission plénière. » L'affaire contre Laetitia Carter fut suspendue par ordonnance judiciaire cet après-midi-là, un nouveau juge étant désigné pour examiner toutes les preuves et les procédures avant de décider s'il fallait poursuivre le procès ou rejeter complètement les accusations. Pour la première fois en 3 semaines, Laetitia fut libérée sur parole, le nouveau juge ayant estimé que le montant de la caution initiale était excessivement punitif et injustifié par toute évaluation des risques de fuite. Alors que mère et fils s'embrassaient à l'extérieur du palais de justice, entourés de sympathisants et de médias, Laetitia murmura à travers des larmes de soulagement et de fierté. « Tu l'as fait, mon chéri, tu l'as vraiment fait. » Michael, épuisé émotionnellement et physiquement par l'épreuve, ne pouvait que serrer sa mère plus fort, la réalité de leur victoire étant encore trop accablante pour être pleinement assimilée après des semaines de lutte désespérée contre des obstacles apparemment insurmontables. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait pleinement comprendre dans ce moment de retrouvailles, c'est à quel point leur vie et potentiellement le système de justice pénale de New York lui-même avaient été changés de manière significative par le courage d'un garçon de 12 ans qui refusait d'accepter que la justice était hors de sa portée simplement à cause de qui il était ou d'où il venait. 6 semaines après la confrontation dramatique dans la salle d'audience qui avait propulsé Michael Carter, d'écolier anonyme de Harlem, à une célébrité juridique réticente, une procédure plus discrète mais tout aussi importante eut lieu dans le cabinet de la juge Elaine Washington, une magistrate respectée connue pour son attention méticuleuse aux détails juridiques et son engagement inébranlable envers l'équité procédurale, peu importe qui comparaissait devant son banc. L'audience à huis clos en raison du statut de mineur de Michael malgré de nombreuses demandes d'accès des médias représentait le point culminant d'un examen approfondi non seulement de l'affaire Laetitia Carter, mais aussi de douzaines d'autres verdicts troublants, rendus par le juge Richard Harmon au cours de ses 20 années d'exercice, un examen systématique qui avait révélé des schémas de parti pris et de corruption s'étendant bien au-delà d'une seule poursuite abusive. « Les preuves devant cette cour sont à la fois volumineuses et troublantes », déclara la juge Washington, sa voix mesurée mais incapable de masquer complètement son indignation alors qu'elle s'adressait au petit groupe réuni dans son cabinet. Madame Carter a été ciblée non pas en raison de preuves crédibles suggérant un acte répréhensible, mais parce qu'elle représentait un bouc émissaire commode pour les propres activités criminelles de M. Wilson, une vulnérabilité qu'il a exploitée avec l'aide consciente d'officiers de justice qui ont violé leur serment de faire respecter la justice. Les conclusions de la juge étaient complètes et accablantes. Gregory Wilson avait bel et bien volé les fichiers lui-même pour couvrir un détournement de fonds des comptes des clients, sélectionnant Laetitia comme son bouc émissaire, en se basant sur le calcul qu'une mère célibataire noire serait facilement condamnée, quelles que soient les preuves réelles. Le juge Harmon, le procureur de District Brooks et plusieurs policiers impliqués dans l'arrestation de Laetitia avaient participé à ce que la juge Washington a qualifié de conspiration criminelle visant à pervertir la justice,
leurs actions étant motivées par une combinaison de relations personnelles, d'intérêts financiers et de préjugés raciaux profondément enracinés qui avaient corrompu leur jugement professionnel et violé leurs obligations éthiques les plus élémentaires. Plus troublantes étaient les connexions que l'enquête de la juge Washington avait révélées entre les schémas de condamnation sévères d'Armand et les investissements de sa famille dans des établissements pénitentiaires privés gérés dans le nord de l'État où des accusés majoritairement noirs et latinos condamnés dans sa salle d'audience fournissaient une main-d'œuvre bon marché à des entreprises manufacturières partiellement détenues par des fiducies familiales Harmon. Cela représente non seulement une corruption individuelle, mais aussi une exploitation systématique des disparités raciales dans notre système de justice à des fins de gains financiers personnels, conclut la juge son expression grave alors qu'elle décrivait les accusations criminelles auxquelles sont maintenant confrontés le juge Harmon, le procureur de district Brooks Gregory Wilson et plusieurs autres personnes impliquées dans l'enquête de plus en plus vaste. Dans un moment qui fit pleurer, Laetitia Gregory Wilson fut escortée dans le cabinet par des huissiers de justice pour avouer formellement le vol et le stratagème de piégeage dans le cadre d'un accord de plaidoyer qui l'enverrait quand même en prison pendant 7 ans. J'ai ciblé Madame Carter parce que je croyais que personne ne croirait une femme noire plutôt que moi, admit-il incapable de croiser le regard de Laetitia alors qu'il parlait. Je savais comment fonctionnait le système et j'ai utilisé cette connaissance pour me protéger à ses dépens. L'exonération formelle s'accompagna d'un règlement substantiel pour emprisonnement injustifié et poursuite malveillante des fonds qui permettrait enfin à Laetitia et Michael d'assurer leur sécurité après des années de difficultés financières. La compensation monétaire, bien que significative, ne peut pas compenser entièrement le préjudice causé par cette erreur judiciaire, reconnut la juge Washington. Aucun montant ne peut compenser adéquatement la liberté perdue, la réputation endommagée et le traumatisme émotionnel infligé à Madame Carter et à son remarquable fils. Dans les semaines qui suivirent leur victoire juridique, Laetitia et Michael déménagèrent de leur appartement de Harlem dans un quartier plus sûr du Queens, une maison modeste avec suffisamment d'espace pour que Michael ait enfin sa propre chambre remplie des livres de droit qui étaient devenus sa passion. Plus importante que leur relocalisation physique fut la décision de Laetitia de créer la Carter Justice Initiative, une fondation dédiée à aider les personnes injustement accusées à s'orienter dans le système juridique complexe qui avait failli détruire sa propre vie. Ce qui m'est arrivé arrive tous les jours à des personnes sans un Michael pour se battre pour elles, expliqua-t-elle lors de l'événement de lancement de la fondation auquel assistèrent plusieurs personnes exonérées dont les cas avaient été identifiés lors de l'examen des décisions passées du juge Harmon. Nous allons être là pour ces familles, pour nous assurer qu'elles ne sont pas seules face à un système qui n'a jamais été conçu pour leur donner une chance équitable. Michael, bien qu'il ait reçu des offres de bourses d'études de prestigieuses écoles privées, désireuses de s'associer à son histoire extraordinaire, choisit de rester dans l'enseignement public tout en étudiant le droit de manière indépendante sous la direction du professeur Thompson. Le problème n'est pas que j'avais besoin d'une école spéciale pour réussir, expliqua-t-il à Rebecca Martinez lors d'une rare interview. Le problème est que toutes les écoles devraient préparer les élèves à comprendre leurs droits et les systèmes qui régissent leur vie. C'est le changement que je veux voir. L'affaire devint un point de repère dans les efforts de réforme judiciaire à travers l'État de New York, conduisant à la création d'une commission d'examen indépendante chargée d'examiner les verdicts de juges ayant des schémas de condamnation suspects, en particulier ceux montrant des disparités raciales. En l'espace de 6 mois, le travail de la commission avait abouti à l'exonération de 27 personnes injustement condamnées, la plupart d'entre elles étant des personnes de couleur condamnées par le juge Harmon, et 3 autres juges dont les dossiers montraient des schémas de parti pris similaires. Le reportage complet de Rebecca Martinez sur l'affaire et ses implications plus larges lui valut le prix Pulitzer du journalisme d'investigation, tandis que le professeur Thompson fut invité à diriger un groupe de travail spécial sur la réforme des mécanismes de surveillance judiciaire afin de prévenir des abus de pouvoir similaires à l'avenir. Pour Walter Johnson, le concierge dont le courage s'était avéré crucial malgré les risques pour sa propre sécurité, le résultat comprenait à la fois la justification et l'opportunité. Laetitia l'embaucha comme gestionnaire de bureau pour la Carter Justice Initiative, un poste qui utilisait enfin ses compétences organisationnelles et assurait la stabilité de sa famille après des décennies d'emploi précaires. Par un chaud samedi matin, près d'1 an après l'arrestation de Laetitia Michael, était assis à un bureau dans le petit bureau en devanture de magasin
qui abritait le centre juridique communautaire nouvellement créé dans son ancien quartier de Harlem. L'espace modeste, financé en partie par le règlement de Laetitia, et complété par des subventions d'organisations de défense des droits civiques impressionnées par leur histoire, offrait une assistance juridique gratuite aux membres de la communauté confrontés à des problèmes de logement, à la discrimination à l'embauche et à des préoccupations de justice pénale. Alors que Michael examinait les notes de cas pour une prochaine audience de défense des locataires, la porte s'ouvrit pour laisser entrer une jeune fille noire, peut-être âgée de 9 ou 10 ans, tenant un dossier manille qui semblait trop grand pour ses petites mains. « Êtes-vous vraiment Michael Carter ?» demanda-t-elle sa voix, étant à la fois pleine d'espoir et de scepticisme, alors qu'elle s'approchait de son bureau. « Celui qui a battu ce mauvais juge quand vous étiez juste un enfant. » Michael sourit, reconnaissant en elle la même détermination qui avait motivé sa propre quête apparemment impossible. « Je le suis. Que puis-je faire pour vous aider ?» La jeune fille plaça son dossier sur son bureau, l'ouvrant pour révéler des coupures de journaux soigneusement organisés des documents judiciaires et des notes manuscrites d'une écriture enfantine mais méticuleuse. « C'est mon père », expliqua-t-elle, son menton se levant légèrement dans un geste de fierté qui masquait à peine sa peur sous-jacente. « Il est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. J'ai recueilli des preuves, mais personne ne me croit quand je dis qu'il est innocent. » Michael ressentit un puissant sentiment de déjà-vu en regardant les recherches soigneusement compilées de la jeune fille, se souvenant de son propre début désespéré et des alliés qui avaient finalement rendu son succès possible. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il doucement. « Zoe. »« Zoe Washington », répondit-elle regardant anxieusement alors qu'il commençait à examiner ses documents. « Pensez-vous que vous pouvez nous aider ? Maman dit que le système est trop fort que nous ne pouvons pas le combattre. » Michael ferma le dossier et regarda directement dans les yeux de Zoe, y voyant le même mélange de peur d'espoir et de détermination qu'il avait porté à travers ses moments les plus sombres. « Je te crois, Zoe, dit-il simplement, et ensemble nous allons les faire écouter. » Alors que le visage de Zoe s'illuminait, avec le premier véritable espoir qu'elle ait connu depuis des mois, Michael reconnut que son parcours avait bouclé la boucle d'un enfant désespéré. Se battant seul pour la liberté de sa mère, à un symbole de possibilité pour d'autres confrontés à des batailles similaires. Il avait découvert son but dans le système même qui avait autrefois semblé conçu pour le vaincre. La véritable victoire n'était pas seulement de libérer sa mère ou d'exposer un juge corrompu, mais de démontrer que la justice, bien que souvent refusée, n'était jamais impossible lorsqu'elle était poursuivie avec la connaissance, la détermination et le courage de défier ceux qui abusaient de leur pouvoir. Vous êtes-vous déjà élevé contre l'injustice, alors que tout le monde vous disait que c'était sans espoir, ou connaissez-vous quelqu'un qui s'est battu contre des obstacles impossibles et a gagné? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de courage et de détermination vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour aider les autres à la découvrir également. La lutte contre la discrimination et la corruption dans notre système de justice se poursuit chaque jour et le partage de ces histoires fait une différence. Abonnez-vous pour entendre plus de récits puissants de personnes ordinaires réalisant une justice extraordinaire contre des obstacles apparemment insurmontables. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage à travers l'histoire remarquable de Michael. Rappelez-vous, un véritable changement se produit lorsque la connaissance rencontre le courage, lorsque les individus refusent d'accepter que le système est trop puissant pour être contesté. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la justice est vraiment aveugle à la couleur et à la classe. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à défendre ce qui est juste, même lorsque vous êtes seul.